Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler enfin des premiers Intel Atom dont tout le monde cauchemarde depuis leur sortie. Ces ordinateurs-là sont connus pour être des gros gâchis, hein, des vraies saloperies dont on ne sait absolument pas quoi faire. Même à leur achat, les gens se demandaient pourquoi des trucs pareils existaient et étaient si peu puissants. L'intérêt de ces machines, à part éventuellement faire, et encore, hein, même ça marche pas très bien, des notes, du traitement de texte, des trucs comme ça, enfin en gros s'en servir de machine à écrire, voilà, en dehors de ce genre de trucs, ces machines ont toujours été hyper lentes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le pire Intel Atom, le processeur le plus naze qui ait jamais existé de toute l'histoire des processeurs. Il s'agit du Intel Atom Z520 et de sa plateforme Pulse-Bo, je ne sais pas trop comment c'est censé se prononcer, donc cette plateforme qui contient littéralement le GPU le plus nul de l'univers à sa sortie, enfin le truc qui est juste incomparablement pourri par rapport au reste de ce qui était proposé à la même époque. Nous sommes en fin 2008, début 2009, quand Intel sort la plateforme Intel Atom. Elle sort en deux variantes, la variante Z avec la plateforme Pulse-Bo, la fameuse variante au GPU tout naze, et la variante numéro 2 est une variante à base de GMA 950, c'est-à-dire en gros le GPU qu'il y avait dans les tout premiers corps de duo portables, à version chipset Intel graphique intégré. Donc je disais, Intel sort deux variantes pratiquement en même temps. Ces deux variantes sont une avec GPU intégré de téléphone portable. En gros, il s'agit d'un truc mélangé. La partie 2D, c'est la même chose qu'un Intel GMA 900 ou quelque chose de ce genre. Et la partie graphique 3D a été enlevée et remplacée par un truc PowerVR digne d'un iPhone 3GS ou quelque chose comme ça. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est peut-être encore moins puissant que le GPU de l'iPhone 3GS, hein, étant donné qu'ils sont sortis pratiquement en même temps. Enfin bref, en gros, une plateforme expérimentale où Intel a essayé un partenariat avec une autre entreprise, histoire d'essayer de faire quelque chose orienté meilleure consommation, et ensuite on dirait que Intel s'est juste dit « Oh putain, notre partenariat c'est en train de foirer tellement fort, on n'arrive pas à développer des pilotes pour Windows qui marchent bien, c'est une catastrophe. » Les premiers acheteurs se plaignaient de bugs, de crash intempestifs, de trucs complètement honteux comme ça. Donc on dirait qu'Intel s'est juste dit « Oh bon sang, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pas utiliser le GPU intégré des corps de duo deuxième génération qui était déjà sorti et qui marchait très bien. Non, c'était trop cher. » Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ressorti un vieux GPU de l'ère des Pentium M et des corps solo, corps duo et des tout premiers corps de duo. Et ils ont sorti une deuxième plateforme, ce sont les Atom qui commencent pas par Z cette fois-ci, mais par N. Le N270 étant très certainement l'un des plus représentatif de la gamme, il a été décliné un peu partout, et pratiquement tous les N quelque chose sont le même processeur, avec une variance extrêmement faible de la fréquence, genre par exemple 1,7 GHz au lieu de 1,6, oulala, ça va tout changer, enfin des trucs comme ça, vous voyez, des choses insignifiantes. Le GPU restera le même pour toute la gamme, et donc cette variante-là, comme je dis, on dirait vraiment qu'Intel s'est juste dit « ça marche absolument pas avec Windows, alors on va sortir un truc qui existe déjà, etc. » Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est pas du tout orienté consommation. C'est ça qui est assez ridicule avec ces Atom N quelque chose, la toute première génération d'Atom avec GPU Intel intégré complet, quoi, c'est que côté consommation, c'est totalement incohérent. Le processeur consomme dans les 2,5 watts maximum. Pendant ce temps-là, le chipset, c'est-à-dire toutes les puces qui entourent le processeur pour rendre le processeur utile, c'est-à-dire en l'occurrence faire communiquer le processeur avec la RAM, un petit GPU pour pouvoir afficher quelque chose à l'écran, tout ce qui est gestion de l'USB, etc., tout ce bazar, un chipset, hein, en gros, tout ce bazar consomme à lui pratiquement 5-6 fois plus que le processeur lui-même. Donc en gros, c'est à peu près la même consommation qu'un petit corps de duo, quoi, ça n'a aucun intérêt en termes de consommation. Ces ordinateurs-là avaient une autonomie pas particulièrement géniale. Pendant ce temps-là, la plateforme Z, comme celle-ci, bénéficiait d'autonomie absolument faramineuse parce que le chipset entier consomme
à peine, c'est-à-dire l'intégralité des puces supplémentaires en dehors du processeur, consomme à peine plus que le processeur lui-même, c'est-à-dire qu'en gros, nous sommes à peine 2 fois la consommation du processeur. Ce qui a permis, par exemple, dans cet ordinateur, d'avoir un très très bel écran, qui est d'une très très bonne qualité, hein, mais qui est complètement gâché par le fait que cet ordinateur est complètement inutilisable. Par contre, encore une fois, chez Intel, ils ont fait méga les radins, parce que quand ils ont foutu ce GPU, etc., et qu'ils ont fait cette deuxième plateforme orientée autonomie, etc., ils ont surtout fait une plateforme, encore une fois, orientée budget. Au lieu que ce soit un chipset qui est gravé avec une technologie en 90 nanomètres, c'était un chipset gravé en technologie 120 nanomètres, ou quelque chose de genre. C'est-à-dire, en gros, si vous voyez pas ce que ça veut dire qu'en gros, c'est fait avec des processus de fabrication plus anciens et qui consomment plus. Donc ça veut dire que pour baisser la consommation au point où ils l'ont baissé dans cette plateforme-là, la plateforme des Atom Z, eh bien, il a fallu faire des sacrifices de performance qui sont absolument phénoménaux. Alors ces ordinateurs sont sortis à l'époque de Windows 7, mais étaient souvent fournis avec Windows XP, même s'il y avait des versions avec un Windows 7 Starter complètement débile où on pouvait démarrer que 3 programmes en même temps, ce qui était complètement con, eh bien, nous avions généralement Windows XP dessus. Mais contrairement à ce que l'on pense, le système d'exploitation qui marche le mieux là-dedans, c'est pas Linux, c'est pas Windows XP non plus, c'est Windows 7, mais à condition que vous mettiez 2 gigaoctets de RAM. Par contre, un truc vachement amusant avec ces ordinateurs, c'est que ça sert à rien du tout de mettre un SSD. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est tellement lent comme PC que c'est le processeur qui va faire attendre votre disque dur. Du jamais vu. En termes de performance, au niveau du processeur, nous sommes plus ou moins au niveau d'un Pentium 4 à 1,5 GHz, ce qui est les tout premiers Pentium 4, plus ou moins. Sauf que le problème, c'est que pour obtenir ces performances-là, il faut utiliser 2 processus en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ça fasse comme si c'était un dual-core, alors que c'est un monocœur. Vous savez, le fameux hyper-threading. Et c'est le seul moyen d'obtenir ces performances-là. Si vous avez un programme qui a un processus qui fait attendre l'autre, eh bien, ce processeur peut ralentir à des vitesses qui peuvent rivaliser avec un Pentium 2 400 MHz. C'est absolument honteusement lent. Le plus gros problème avec ce processeur, c'est le manque d'optimisation du style out of order, c'est-à-dire qu'en gros, le processeur exécute les instructions dans l'ordre auquel elles lui sont données. Et ce souci, c'est que s'il y a un truc qui est prêt avant, eh bien, il ne peut pas l'exécuter avant pour gagner du temps. Non, il est obligé d'attendre. Les programmes ne sont pas faits pour tourner sur des trucs comme ça de nos jours. Et quand je dis de nos jours, ça comprend le moment où cet ordinateur est sorti, hein. C'est pas de nos jours, c'est depuis à peu près 1998, les programmes ne sont pas conçus pour tirer le maximum de performance d'un processeur de ce type-là. Le dernier processeur à ne pas être optimal de cette manière-là était le Pentium 1. Sur la plateforme Z que vous avez devant vous, le problème c'est que le GPU est tellement peu puissant que le seul moyen d'avoir des performances correctes, c'est de désactiver l'interface graphique, vous savez, celle qui s'appelle Aero dans Windows Vista et Windows 7, c'est-à-dire l'interface graphique 3D qui rajoute des effets, etc., et qui permet de donner au GPU un peu de travail pour soulager le processeur. Eh bien, vous ne pouvez pas faire ça parce que le processeur, malgré son peu de puissance, se démerdera toujours mieux tout seul. Comme vous voyez, sans l'interface aéro, nous pouvons quand même bouger les fenêtres correctement, ça fait quand même des petits glitches et tout ça, mais bon, voilà. Mais ce que vous allez voir maintenant, c'est que nous allons voir ça dans le concret, hein. Bon, je blablate, hein, c'est intéressant, c'est l'histoire et tout ça, mais voyons ce que ça donne en vrai à l'usage. Donc nous allons aller sur YouTube, pour voir si on peut encore faire des choses à peu près ambitieuses. Donc, comme vous pouvez le constater, ça met un peu de temps à charger les pages, ça peut même mettre pas mal de temps, comme vous voyez, je vais mettre le Task Manager sur le côté pour que vous puissiez voir que oui, c'est pas le disque dur qui fait attendre, hein, c'est vraiment le processeur qui est complètement plein, hein, il arrive pas à charger tout ça assez vite, donc c'était une petite expérience de patience, hein. Donc pour des raisons de droit d'auteur, je vais aller sur ma propre chaîne. Vous voyez qu'on peut quand même se débrouiller un minimum, hein, avec un ordinateur comme celui-là. Mais pour réussir à faire en sorte que ça fonctionne correctement, il faut aller chercher des pilotes de Windows XP optimisés pour ordinateurs de type, vous savez, ultralight, machin chouette, intégré.
Par contre, si vous essayez d'utiliser les pilotes qui sont sur le site d'Intel, allez comprendre pourquoi ils existent, ces pilotes. Ça marche, mais tellement mal, c'en est ridicule. Et sous Linux, c'est simple, il n'y a que la 2D qui fonctionne. La 3D n'est absolument pas accélérée, ce qui pose d'énormes problèmes, parce que maintenant, les navigateurs Internet, comme Chrome ou Firefox, etc., tirent tous parti du GPU, un minimum, pour l'affichage. Donc si le GPU a pas de pilote 3D, vous arriverez absolument à rien du tout. Alors, le maximum de qualité que l'on peut obtenir sur YouTube, c'est du 480p. Et vous voyez à quel point c'est lent, j'ai essayé de cliquer sur le mode plein écran et c'est toujours pas arrivé. Ça met des plombes à venir. Et malheureusement, bon, on peut voir que c'est relativement fluide, mais la vidéo sera déjà finie qu'elle sera en plein écran, hein, franchement. D'ailleurs, en plein écran, c'est pas du tout parfaitement fluide en 480p. Vous serez obligé de diminuer jusqu'à 380 ou 240p pour avoir de la fluidité sur l'écran qui est donné avec, pourtant. Hein. La résolution est plus ou moins de l'ordre de 720p. Hein. Donc comme vous avez pu le voir, franchement c'est vaguement utilisable. Au niveau du décodage vidéo, le GPU arrive à limiter juste sur du planaire, quoi, juste une image, quoi, qui bouge, arrive à limiter les performances du processeur, ce qui est quand même assez impressionnant. Pas mal de gens me disent, avec le GPU Intel intégré, vous savez que j'ai montré dans une vidéo précédente sur le Core de Duo, oh là là, mais on peut lire à peine du 1080p avec ça. Ben, en fait, on peut lire du 1080p plutôt correctement, parce que ça affiche très très bien des images planes ou des choses comme ça, globalement ça marche, quoi. Mais là, vous pouvez voir qu'on est vraiment arrivé à un niveau de performance qui est abyssal. Vraiment, vraiment, vraiment un niveau de performance abyssal. Si vous comparez les scores que fait Windows sur cet ordinateur-là avec l'autre Atom, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un gros problème graphique, parce que le score est quand même au minimum sur cet ordinateur. Il est à 1 pour l'interface graphique, pour l'utilisation du GPU en gros. Malgré tout, vous pouvez voir que pour ce qui est du processeur, on n'en est pas loin non plus de 1, hein, avec 1,8, franchement, on va pas très loin. Comparons maintenant avec la plateforme que je vais appeler Intel, vite sauvons les meubles, sortons un truc qui marche. Cette plateforme-là, les Atom N, ont continué à se vendre, eux, au lieu d'être complètement abandonnés quasi immédiatement, ont continué à se vendre jusqu'en 2014 sous cette forme-là, ce qui est complètement ridicule, parce que déjà que c'était dépassé en 2009, imaginez en 2014 à quel point c'était n'importe quoi. L'idée donc est de prendre un processeur qui est extrêmement peu puissant et d'y greffer un processeur graphique, un GPU, dont la moitié est en software, donc c'est-à-dire en gros la moitié utilise le processeur pour l'affichage, donc en gros vous prenez un processeur qui est très peu puissant et vous mettez un GPU qui n'est même pas un GPU complet dedans, donc en gros vous n'allégez pas vraiment sa charge, hein, vous augmentez au contraire la charge qu'il y a sur le processeur, et vous obtenez une catastrophe, encore une fois. Mais bizarrement, la catastrophe des pilotes PowerVR sur Windows dans l'ordinateur précédent était telle que, malgré que la moitié passe par le processeur, ça marche 1000 fois mieux. C'est simple. Après, 1000 fois mieux que rien, ça reste pas grand chose, hein. Donc je vais vous montrer ce que ça donne exactement la même chose. On va aller sur YouTube avec la dernière version de Google Chrome, qui marche encore sous Windows 7 sans aucun problème, même en version 32 bits. Donc nous allons sur YouTube, pouf pouf pouf, comme d'habitude ça charge la liste des vidéos et ça prend son temps. Pendant ce temps-là, le processeur est toujours à fond. Donc, oulala, qu'est-ce que c'est? Ah, nous y sommes presque. Nous allons y arriver un jour. Et comme vous pouvez le constater, malgré que cette machine a de bien meilleures capacités graphiques, ce que vous allez voir plus tard, nous mettons quand même 3 plombes à charger tout. Pourquoi? Eh bien tout bêtement parce que nous avons le processeur qui est utilisé aussi pour la partie graphique, à chaque fois que ça se met à faire des effets et tout ça, ce qui ralentit le processus sur le reste, quoi. Avec un processeur aussi performant qu'un Core de Duo, ça ne pose aucun problème, mais avec un truc pareil, malheureusement, ça marche pas terrible.
Une fois la vidéo chargée et mise en plein écran, vous pouvez presque faire tourner de manière fluide une vidéo en 720p. Je dis bien vous pouvez presque, parce que c'est pas totalement fluide non plus, et ça part du principe que vous n'avez absolument rien d'autre qui tourne en arrière-plan. Sinon, votre ordinateur, le moindre truc qui tourne en arrière-plan va faire des sauts de frame, etc. Enfin bon, c'est assez ridicule. Mais voilà, vous voyez quand même que nous avons des capacités graphiques qui sont largement supérieures. Le souci avec le GPU que Intel a mis en combo avec les processeurs de cette série N, c'est qu'il utilise le processeur pour une partie du rendu. Et pour vous illustrer ce que ça donne avec un processeur plus puissant, j'ai trouvé une carte mère avec un Core 2 Duo qui utilise exactement le même GPU. J'ai fait tourner le jeu Spore sur les deux, vu que le jeu est compatible avec ces deux GPU, enfin ces deux plateformes en général, et vous pouvez voir que, bien entendu, c'est pas non plus parfait, mais sur la version avec le Core 2 Duo, un des tout premiers Core 2 Duo, eh bien, nous avons une capacité de pouvoir jouer à peu près correctement. Par contre, du côté de l'Intel Atom, qui a, je le rappelle, exactement le même GPU, eh bien, c'est pas du tout jouable de la même façon, hein. Pourtant, ce sont exactement les mêmes paramètres, hein, je rappelle, le même jeu, le même système d'exploitation. Après, pour la blague, j'ai essayé aussi de faire fonctionner Spore sur le petit ordinateur portable avec un Atom de la série Z, et là, comme vous le voyez, franchement, c'est même pas la peine d'essayer de lancer une partie, rien que le chargement du jeu, vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas du tout les capacités de faire tourner ça, quoi. Voilà, donc en conclusion, ces ordinateurs portables dits netbook sont même pas capables vraiment d'aller sur le net. En termes de multimédia, ont quasiment les capacités d'un ordinateur des années 90. Très sincèrement, nous sommes vraiment en présence d'un produit honteux sorti par Intel. Franchement, on trouvait des fois des ordinateurs comme ça à des prix de plusieurs centaines d'euros, je suis désolé, mais même à moins de 100 €, un ordinateur portable ne valait pas le coup. Il valait mieux acheter un vieil ordinateur portable d'occasion sur eBay ou je ne sais pas quoi, ce que j'avais fait d'ailleurs à l'époque en achetant un Turion 64. C'est pas du tout un ordinateur qui était particulièrement génial, mais comme je l'ai eu pour 3 fois rien, eh bien, franchement, j'en étais largement plus satisfait. Et en plus de ça, clairement, à l'heure actuelle, il reste toujours plus utilisable. Le seul argument que ces machines avaient pour elles, c'était le côté portatif, très léger, etc., où on pouvait avoir une bonne batterie, une bonne autonomie. Le problème, c'est que, vu que vous passez votre temps à attendre, et que, en plus de ça, le processeur est sans arrêt, mais genre quand je dis sans arrêt, c'est vraiment sans arrêt, à fond les ballons, à fond la caisse, jamais un repos pour ce processeur, l'autonomie n'est pas non plus mirobolante. Et en plus de ça, comme ce sont des machines qui ont été conçues pour être vendues et fabriquées pour le moins cher possible, généralement vous avez aussi des toutes petites batteries de capacité pas géniale, et ceux qui ont des bonnes autonomies et des bonnes batteries coûtaient généralement beaucoup trop cher pour ce que c'était. Les efforts faits du côté du processeur en termes de consommation ont été quasiment réduits à néant par le choix du GPU un petit peu, on va dire, dernière chance pour donner un peu de vie à l'Atom qui sinon ressemblait à cette espèce d'horreur, comme vous avez vu, qui clairement n'a aucune capacité de fonctionnement correcte, hein. On peut encore s'en servir, mais c'est parce que j'ai fait de gros efforts pour trouver le bon pilote quelque part, pilote quasiment introuvable sur les sites d'Intel et tout ça, donc il a fallu que je trouve ça, c'est un amateur qui a fait un site internet exprès pour ça, parce que il a eu pitié des gens, je sais pas. Eh bien, franchement, s'il y avait pas ça, ce serait complètement inutilisable. Et encore, il a fallu que j'essaye 4 pilotes avant d'en trouver un qui était vraiment correct et qui me permettait ne serait-ce que d'avoir une chance de lire de manière semi-fluide une vidéo en 360p. Franchement, sinon, et encore une fois, l'interface aéro incompatible, pour un truc qui est sorti après Vista, c'est honteux, mais pour un truc qui est sorti après Seven, c'est encore plus n'importe quoi. De plus, ces machines étaient sorties avec 1 gigaoctet de RAM, et qu'un seul emplacement pour mettre une barrette de RAM, et pas deux. Donc pour les upgrades de RAM, c'est hyper casse-couille, il faut que vous arriviez à trouver une barrette de RAM en basse consommation qui n'est pas haute densité pour réussir à la faire marcher. Franchement, c'est pas cher, mais il faut en tester pas mal pour en trouver une qui fonctionne.
Et comme déjà précisé, franchement, ça c'est un truc que même avec un vieux Athlon 64 ou un vieux Turion 64 ou truc Turion X2 ou je ne sais pas quoi, vous ne verrez jamais, c'est le fait que mettre un SSD à la place d'un disque dur à plateau ne changera strictement rien dans 90% du temps. Parce que tout attend que le processeur est fini. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai fini cette vidéo à propos de ces ordinateurs qui sont des honte en termes de rapport qualité-prix, etc. Franchement, quand on y réfléchit, ces ordinateurs-là n'étaient pas beaucoup mieux que d'utiliser tout simplement son téléphone pour aller sur internet à la même époque. Bien entendu, c'était pas le même budget, mais si on combine le budget d'un téléphone portable avec celui-là d'un ordinateur, ouais, bof, c'était peut-être toujours plus cher, mais il fallait vraiment avoir, comme je disais, une utilité pour ça. Je veux dire, ces ordinateurs-là peuvent servir éventuellement au grand pire à la prise de notes, mais personnellement, je prends mes notes sur mon téléphone portable depuis très longtemps, et je trouve ça tout aussi pratique. Souvent, les claviers de ces machines sont pas géniaux, à l'exception de celui-là qui est le plus inutilisable, va comprendre, juste parce qu'il est un peu plus large. Donc, sincèrement, je ne comprends absolument pas l'intérêt de ces trucs. À l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez les trouver partout dans les poubelles, pour 4 € quelque part dans les brocantes ou je ne sais pas quoi. Même à ce prix-là, je ne saurais pas quoi en faire. C'est à moins d'avoir envie d'avoir un petit ordinateur pour émuler la Super NES, et encore, je suis même pas sûr que ça arrive à le faire sans qu'il y ait des accros de temps en temps. Encore une fois, je vous le rappelle, pas de out of order ou de trucs comme ça, ce qui veut dire qu'en gros, le processeur a un degré de performance, en gros, qui n'est pas constant. Suivant l'ordre dans lequel les instructions arrivent au processeur, ça peut mettre du simple au double la vitesse d'exécution de ce truc-là. Donc en gros, ce sont des machines qui sont complètement inconstantes, et l'hyperthreading qu'il y a là-dessus, qui permet en gros de pouvoir exécuter 2 processus sur le même cœur sur ces machines, ne sert qu'à compenser le fait que si une instruction arrive au mauvais moment, eh bien le processeur peut en faire une autre pendant ce temps-là, parce qu'il se tourne les pouces, parce qu'il est obligé d'attendre que l'instruction soit prête. Donc en gros, en mettant 2 à chaque fois, ça aura peut-être plus de chances d'occuper le processeur. Le problème, c'est que dans la vie réelle, c'est pas comme ça que ça marche. Si un processus est complètement saturé, qu'un processus est complètement, RAM, quoi, si un processus RAM, généralement, les autres processus ont tendance à attendre ce truc. Si par exemple c'est un processus qui se trouve dans le pilote graphique, il y aura rien d'autre à envoyer dans le processeur, il faut juste attendre que ça affiche, sinon ça bloque tout, quoi. Ça peut servir si ce sont que des toutes petites latences, mais quand ce sont des grosses pauses d'1 seconde, ça ne marchera jamais. Bref, allez, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!